Basel Area Business and Innovation Podcast. Comme jurassien d'origine, je voulais contribuer un peu à mon niveau au développement du secteur MedTech dans la région. C'est ce que dit Gwenaël Annema, mon invité aujourd'hui dans le Basel Area Business and Innovation Podcast. Mon nom est Martin Jordan. Je suis dans le site Jura du Switzerland Innovation Park Basel Area à Kourou, tout près de Delémont. Et je monte au deuxième étage et je vais frapper la porte. Bonjour, monsieur Annema. Comment ça va? Bien, et vous? Mais aussi. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Donc, bienvenue au Switzerland Innovation Park ici au Jura. Oui, merci. Donc, ici, c'est les bureaux d'Innospina. Donc, on est implanté ici depuis décembre l'année dernière. Ça fait maintenant 9 mois qu'on est activement à la tâche ici. Et combien de personnes peuvent travailler ici? Donc ici, on a un bureau de 4 personnes. On est aussi, il y a une équipe d'ingénieurs dans le cadre du projet InnoSuisse qui travaille sur différents sites. Donc on a la HEIGVD à Yverdon et puis aussi la HEARC à Neuchâtel. Il y a quelque chose qui vous inspire particulièrement ici? Dans ce bureau, ici vous pouvez voir, il y a des modèles de colonnes. Donc ça, c'est l'inspiration quotidienne pour essayer de trouver des nouvelles méthodes au fait, pour résoudre notre problème principal qui est de traiter le mal de dos chronique en moins de 30 minutes. Oui, on va parler de ça en détail. Oui. Merci beaucoup pour le moment. Alors, nous allons maintenant nous asseoir et nous pouvons commencer l'entretien. Volontiers. Gwenaël Annema est allé à l'école à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, en France. Il est ensuite passé du côté suisse pour étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, où il a fait son master en ingénierie mécanique. À partir de 2014, il a participé comme ingénieur de recherche et développement à la EPFL à de grands projets européens multidisciplinaires et il était cofondateur d'une start-up à Lausanne. Après 4 ans travaillant comme scientifique de recherche au laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche EMPA, il a cofondé sa deuxième start-up, maintenant ici dans le canton du Jura. La start-up s'appelle Innospina, dont nous parlerons en détail plus tard. Gwenaël Annema, je n'ai pas encore mentionné que vous êtes membre d'une équipe nationale, à savoir de l'équipe nationale suisse de MedTech. Comment s'est-il passé qu'Innospina est devenu membre de cette équipe nationale? Alors oui, vous avez raison. Donc, Venture Lab organise chaque année une sélection intensive. Donc, 10 startups sont sélectionnées par un jury d'experts et d'investisseurs pour faire partie donc, de ce Swiss National MedTech Team. Il y avait à peu près 70 candidats et Innospina a été sélectionné. Et sauf erreur, c'est la première fois qu'une start-up MedTech jurassienne participe à ce prestigieux programme. Vous avez dit que cette équipe nationale tient 10 membres, dont 9 sont de Zurich ou de Lausanne. Seulement Innospina est d'une autre région. Qu'est-ce que ça nous dit du paysage MedTech suisse? Alors vous avez raison, donc la concentration des startups MedTech aujourd'hui est principalement sur les grands pôles, donc Lausanne et Zurich. Il y a aussi Genève et Bâle pour tout ce qui est life science. Et c'est vrai que ces grands pôles sont souvent couplés donc soit à des EPF, soit à des universités, ou aussi à des hôpitaux universitaires ou des grandes industries dans le secteur MedTech. Mais certains cantons comme le Jura peuvent aussi s'appuyer sur d'autres atouts pour développer leur diversification, notamment dans le secteur médical. Alors le Jura grandit? Oui, c'est une stratégie que le canton a choisi d'opter depuis plusieurs années en diversification. Et puis je pense qu'ils mettent vraiment l'accent pour le développement futur dans le domaine du MedTech. En automne, l'équipe nationale suisse de MedTech se rend aux États-Unis pour un roadshow. À Boston, vous aurez l'occasion de rencontrer des investisseurs internationaux et des leaders de l'industrie. Quelles sont vos attentes spécifiques pour ce voyage?
Alors oui, donc les États-Unis, c'est le principal marché pour notre premier produit médical. Donc c'est un implant qu'on appelle implant fusion. Et c'est vrai que le programme Venture Leader accélérera le développement de notre entreprise grâce à la mise en pratique de Key Topics, c'est aussi de mieux comprendre l'écosystème américain, donc des dispositifs médicaux, et aussi afin d'affiner notre stratégie. Donc ce serait une occasion fantastique vraiment pour Innospina de présenter son produit à des investisseurs américains de haut rang, en vue aussi de notre prochain round d'investissement. Et en plus, on pourra obtenir des feedbacks supplémentaires et avoir des contacts avec des leaders d'opinion dans le spine qui pourront potentiellement rejoindre notre Medical Advisory Board. Quel serait le plus grand succès que vous puissiez imaginer aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est de sécuriser des financements avec des investisseurs et d'avoir au moins 3 Key Opinion Leaders qui veulent rejoindre notre Advisory Board. Ce serait fantastique. Mais êtes-vous également préparé au fait que vous pourriez revenir déçu? Tout à fait, oui, ça fait partie du entrepreneurial journey, on va dire. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais il faut tenter. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir où est-ce que ça va aboutir, si ça va être un succès ou un échec duquel on pourra apprendre. Parlons maintenant de votre startup Innospina. Vous êtes le directeur et vous essayez avec votre équipe de simplifier la chirurgie de la colonne vertébrale. Racontez-nous, qu'est-ce que vous développez exactement? Alors chez Innospina, on conçoit et on développe des nouveaux implants et du matériel chirurgical qui permet donc aux chirurgiens de traiter les maux de dos chroniques en moins de 30 minutes. Et au fait, la technologie qu'on développe, elle garantit au fait un positionnement précis et sûr de l'implant, ce qui simplifie drastiquement l'acte chirurgical et réduit aussi considérablement la durée de l'opération. Les avantages principaux, c'est qu'on pourrait les mettre de manière percutanée, donc ça veut dire juste avec une petite incision sous la peau, en ambulatoire. Donc le patient peut venir le matin, avoir une chirurgie de 30 minutes et repartir la même journée, au lieu de séjourner plusieurs jours à l'hôpital. Où êtes-vous maintenant actuellement? Quelles sont les étapes que vous avez déjà franchies? Donc actuellement, nous sommes en finalisation de la phase R&D pour notre premier produit, donc l'implant fusion, ainsi que le matériel d'implantation. Et nous avons commencé les démarches régulatoires aussi accompagnées par un partenaire expérimenté local. Y a-t-il des problèmes auxquels vous êtes actuellement confrontés? Peut-être en général dans le domaine medtech, particulièrement quand vous développez des produits implantables, c'est un parcours qui est extrêmement long et semé d'embûches. Donc pour citer par exemple un des problèmes, c'est vraiment tout ce qui est régulation et tests cliniques qui sont une étape obligatoire mais nécessitent aussi d'énormes ressources, non seulement financières mais aussi en temps. Et aussi quand dans le domaine du spine, donc de la colonne vertébrale, il y a à peu près 5-6 grands acteurs qui se partagent 90% du marché. Donc c'est très compliqué de rivaliser et de se faire une place, même si on développe des produits innovants qui répondent à un besoin spécifique des chirurgiens. Mais il n'y avait pas un revers qui vous a fait penser d'abandonner? Alors il y a souvent des revers qui nous mettent en doute notre progrès et puis qui nous font nous questionner. Par exemple? Par exemple, quand vous allez faire des tests, nous on fait des tests sur spécimens, donc sur cadavres pour pouvoir vérifier les méthodes d'implantation. Et puis là, vous pouvez voir des fois il y a les matériaux, le matériel qui ne fonctionne pas comme on vous voulait. Vous avez positionné un peu mal l'implant parce que votre technique elle n'est pas encore parfaite. Donc c'est des setbacks, mais qui servent au fait de tremplin pour se questionner et puis continuer à progresser dans l'avenir. On sait que c'est un parcours qui n'est pas évident, qu'il y aura beaucoup de questionnements et de doutes par lequel passent beaucoup de startups, mais c'est aussi ça qui fait qu'il faut persévérer au quotidien. Mais jusqu'à maintenant, vous avez toujours trouvé une solution? Pour l'instant, oui, où on a fait des compromis entre des solutions quand on ne peut pas tout avoir. Donc des fois, il faut faire des compromis en prioritisant ce que le chirurgien veut, mais aussi par rapport aux attentes du patient. Donc il y a certains points qu'on a dû abandonner en cours de route pour privilégier d'autres aspects qui étaient plus importants. Il y a beaucoup de patients qui tiennent de grands espoirs en votre innovation. Alors, il y a aussi une pression d'attente sur vous. Comment faites-vous face à cela? Alors, il y a une pression d'attente, vous avez raison, de la part des patients et aussi des chirurgiens qui cherchent des nouvelles solutions en fait, pour proposer à leurs patients. Il faut savoir à l'heure actuelle qu'il y a plus de 1,6 million de personnes qui
doivent avoir une chirurgie chaque année dans le monde au niveau du dos. Et il y en a beaucoup qui hésitent de traiter leur mal de dos au niveau chirurgical parce que c'est quelque chose qui est encore invasif ou qui leur fait peur. Donc il y a une grande attente vis-à-vis de ça. Et puis nous, notre objectif, c'est de pouvoir répondre avec des solutions innovantes à ce besoin qui vient à la fois des chirurgiens et aussi des patients. Mais ça pèse lourd, cette attente? Moi, je le vois plus comme motivation en fait, pour résoudre un problème vis-à-vis des patients. Gwenaël Annema, vous avez étudié et travaillé beaucoup d'années à Lausanne, où il y a des grandes universités et de nombreuses startups medtech. Pourquoi n'avez-vous pas choisi Lausanne, mais le Jura pour installer votre startup? On sait que le bassin jurassien est reconnu pour ses secteurs donc de haute précision et les compétences dans le domaine microtechnique et mécanique. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, le canton a adopté une très bonne stratégie de diversification en encourageant l'innovation et en créant des nouvelles opportunités pour les startups, notamment dans le domaine medtech. Et puis aussi comme jurassien d'origine, je voulais contribuer un peu à mon niveau au développement du secteur medtech dans la région. Inospina développe des nouveaux implants et des nouveaux instruments pour les chirurgiens. Et ces deux choses sont produites par des entreprises jurassiennes, par 3D Précision à Delémont et par Bibor ISO à Clovellier. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des partenaires locaux? Oui, tout à fait. Donc ça s'inscrit dans la philosophie de développement d'Inospina. Donc on travaille avec les deux partenaires que vous avez mentionnés et aussi un troisième partenaire local pour nous accompagner au niveau de la régulation, donc aussi du développement clinique. Et pour nous, c'est vraiment important donc de s'appuyer sur les compétences locales pour développer aussi après un pôle de compétences régionales dans le secteur medtech. Mais pourquoi exactement c'est important? On voit qu'il y a plein de petits acteurs au fait, qui travaillent déjà dans le domaine medtech, mais il n'y a pas vraiment il faudrait presque un centre, enfin ça c'est mon opinion, d'avoir un centre qui catalyse un peu tout le savoir-faire et les efforts ici au Switzerland Innovation Park pour développer, faire germer des nouveaux projets et des nouvelles entreprises dans le futur. Donc c'est vraiment un développement, une diversification des compétences régionales avec l'accent sur le secteur medtech. Comment vous décrivez l'écosystème pour le secteur des technologies médicales dans le Jura? Alors c'est vrai, comme j'avais mentionné avant, on entend il y a certaines entreprises qui commencent à se diversifier dans le domaine médical. Par exemple, Bibor a eu la volonté donc de mettre l'accent sur ce secteur médical en se faisant certifier pour cette année. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs locaux. On peut aussi citer par exemple Bien Air Surgery qui est à Bienne, mais qui a aussi des bureaux dans le Noirmont. Donc c'est un peu... Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le domaine medtech, mais il n'y a pas encore assez, selon moi, d'entreprises qui s'appuient sur ces compétences régionales pour développer des nouveaux produits. Est-ce que vous attendez que le canton fait plus pour promouvoir cet écosystème? Alors le canton avait déjà commencé, comme je l'avais mentionné, dans une stratégie de diversification, le fait qu'il soit mis aussi que les trois cantons se soient mis ensemble au sein du Switzerland Innovation Park et de faire une antenne ici à Kourou, avec l'accent sur le medtech. Je pense que c'est une volonté forte. Le canton du Jura est aussi un des seuls cantons à avoir mis en place New Innovative Enterprise Label, qui permet donc d'avoir accès à des soutiens qui sont pilotés par la promotion économique. Et je pense que s'ils mettent encore l'effort et l'accent, par exemple, avec un accélérateur medtech où on permettrait aux startups et aux acteurs dans le medtech de venir et de partager leur expérience, je pense que ça pourrait être un très grand plus pour développer ce secteur-là dans le Jura. Vous avez mentionné le statut de nouvelle entreprise innovante du canton. Ça signifie que vous recevez aide du canton. En quoi consiste cette aide concrètement? Alors Inospina a obtenu le label donc nouvelle entreprise innovante en 2018. Donc ça permet d'avoir des aides au niveau de la promotion économique pour le soutien de projets ou par exemple ici à la prise de locaux au Switzerland Innovation Park. Il y a d'autres mesures d'aide. Par exemple, si on a un projet InnoSuisse, il y a une information détaillée. Vous pouvez trouver la brochure sur le site du canton. Et donc ça nous permet aussi d'avancer les développements au niveau Inospina. Vous êtes entrepreneur depuis 4 ans maintenant. Quel a été le moment où vous avez réalisé que ça, c'est la profession que vous aimez?
Alors, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé au fait créer et inventer des choses depuis mon plus jeune âge. Donc, j'avais étudié à l'EPFL pour me donner des outils additionnels au fait dans mon toolbox pour essayer d'aller dans cette direction-là. Puis c'est vrai que j'avais aussi hésité avec des études de médecine et une spécialisation en chirurgie à l'époque, et je suis content que maintenant ma start-up elle permette de joindre au fait ces deux passions. Et pour être tombé dedans, j'ai toujours voulu avoir quelque chose que j'ai créé de mes propres mains en fait, et c'était une volonté qui m'animait depuis de nombreuses années. Et puis je me suis lancé avec une première start-up qui n'a pas marché. On pourra peut-être donner quelques détails après, mais j'ai beaucoup appris. C'est ce processus d'apprentissage qui et aussi d'inconnu d'une certaine manière, mais qui me fait avancer et qui me motive tous les jours. Oui, c'était 3D Dynamics. Exactement, oui. Que vous avez confondé en 2014 à Lausanne. C'est ça. Votre première start-up. Qu'est-il arrivé à cette start-up? Alors, donc, après avoir terminé les études à l'EPFL et puis avoir travaillé aussi comme assistant de recherche là, j'ai donc cofondé 3D Dynamics avec un ami, et on s'est lancé au fait dans cette inconnu entrepreneurial parce qu'on savait pas grand-chose. Et en fait, on est parti d'un constat, c'est que la simulation numérique et puis la liberté de design qui est offerte par le 3D printing, enfin l'impression 3D, nous avons décidé de combiner ces deux domaines pour créer une start-up qui donne vie aux idées complexes des clients et qui développait aussi ses propres produits. Et plusieurs choses ont fait que ça n'avait pas marché. Mais un des exemples que je peux donner, donc on avait développé un vélo hybride qui s'appelait Carbonium. Donc il y avait des parties de la jonction en fait du frame, du cadre, qui étaient faits en titane avec une structure alvéolée, donc qui est très légère, et puis des barres de jonction en carbone. Puis on avait commencé à rédiger les brevets, on avait fait un premier prototype, mais on n'avait pas réussi à intéresser suffisamment d'investisseurs, et puis aussi notre business model était pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment les idées, elles sont universelles. Et puis donc nous, après avoir abandonné ça, on a vu 3 ans après que ce concept a été repris par une entreprise anglaise. Et puis me permet de dire aussi que avoir l'idée, c'est la partie facile. Après, il faut, comme diront beaucoup d'investisseurs et d'experts, la différence, c'est vraiment l'exécution pour amener un produit d'un concept jusqu'à sur le marché, et ça représente vraiment 90% de la création de valeur d'une entreprise. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas réussi à faire avant, et puis on a dû apprendre beaucoup de choses. Et si je peux faire un parallèle, je peux dire aussi avec l'aviation, c'est comme quand vous entrez dans un cockpit d'avion, donc vous mettez le contact, vous allumez votre moteur, ça c'est une chose. Après il faut aller le long du taxiway, il faut vous aligner sur la piste de décollage, il faut décoller, et ensuite vous devez suivre un cap, et il y aura toujours des turbulences, donc il faut réussir à maîtriser les turbulences et puis arriver à destination. Mais dans votre opinion, vous pensez que vous avez failli? J'aime pas la connotation un peu négative de failure. On a beaucoup de personnes ont du mal à dire oui, j'ai échoué. Moi au contraire, je pense que c'est quelque chose où on apprend toujours alors que ce soit des erreurs ou des apprentissages. Donc j'essaie toujours de tirer des leçons en fait de ce qui s'est passé. Je le vois plus comme épreuve positive au fait pour ne pas répéter ces mêmes erreurs dans le futur. Au fait, c'est un processus d'apprentissage pour moi. Alors qu'est-ce que vous avez appris quand vous avez fondé Innospina? Qu'est-ce que vous avez fait différent? Alors, premièrement, pour ce qui est maintenant brevet, donc on s'est entouré d'un cabinet spécialisé au lieu d'essayer d'écrire nous, au fait, une grande partie du brevet. Il y a aussi tout ce qui est au niveau gestion, contrat avec des autres partenaires, des autres entreprises. Quand on aborde des investisseurs, des choses basiques comme faire signer un NDA dans certains cas quand on veut faire un projet de collaboration. Il y a plein d'aspects que je pourrais pas toujours résumé, et même maintenant, si je devais recommencer une autre start-up, je ferais les choses différemment. Donc, on discute souvent avec d'autres fondateurs à l'EPFL et à Zurich. Une chose, par exemple, qu'on ne pense pas forcément en tant que fondateur, c'est tout ce qui est share distribution, enfin distribution des actions dans l'entreprise. On a meilleur temps de le faire échelonné dans le temps pour que chaque shareholders et employés soient motivés aussi et contribuent proactivement dans le temps. Et il y a beaucoup d'autres détails qu'on apprend avec l'échange d'autres fondateurs ou d'experts dans le startup. Puis c'est vrai qu'en Suisse, on a un vrai écosystème où il y a des coachs InnoSuisse, où il y a des mentors avec Basel Area qui nous apprennent de leurs erreurs passées. Et puis nous, ça nous permet d'accélérer et puis d'apprendre plus rapidement. Et maintenant, comment Innospina est actuellement financé? Donc actuellement, on a sécurisé des fonds non dilutifs et la prochaine étape, c'est de faire notre seed round l'année prochaine.
qui aura lieu au milieu de l'année prochaine pour renforcer l'équipe R&D, préparer tout ce qui est validation et tests cliniques et aussi avoir notre certification médicale. Et si vous parlez de seed round, vous parlez de combien d'argent qui est nécessaire? C'est entre 1 et 1,5 million. Ah, c'est pas 10 ou 100 millions. Non, ça ce sera la série A, donc c'est la prochaine étape, où là on aura vraiment besoin de financement beaucoup plus important pour vraiment démarrer les tests cliniques, donc les clinical trials in human, donc sur les personnes aux États-Unis et en Europe, où là c'est beaucoup de patients, à peu près 200-300 patients qui sont nécessaires, avec des suivis qui peuvent durer jusqu'à 3-4 ans. Et ça pourrait être quand? Alors ça, au plus tôt, on développe 2 produits, l'implant Fusion et un autre implant dans le cadre InnoSuisse. L'implant Fusion, lui, il nécessitera des tests de clinique longues et ça, on pourra commencer idéalement en 2024. Êtes-vous confiant que vous y parviendrez avec les seed rounds? Alors confiant, oui. Maintenant, on ne peut pas prévoir, il y a toujours des inconnus le long de la route. Mais oui, je suis confiant qu'on arrivera à aller de l'avant. Innospina est basé dans le site Jura du Switzerland Innovation Park Basel Area où on trouve aussi d'autres startups. Pourquoi avez-vous choisi ce siège? Alors, donc le site Jura du Switzerland Innovation Park Basel Area fait aussi partie du réseau national des parcs d'innovation suisses, auquel j'entretiens beaucoup d'échanges avec ceux à Lausanne et à Zurich notamment, où j'ai travaillé. Puis le fait de nous implanter ici a été motivé par plusieurs facteurs, donc notamment la volonté des 3 cantons de se mettre ensemble et puis de dédier une antenne vraiment pour la promotion dans le domaine de la santé et des technologies médicales, et aussi les mesures de soutien de la promotion économique qui nous ont permis de démarrer le projet. Comment vous décrivez l'atmosphère dans le parc ici? Alors, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de start-up. Il nous faudrait plus de start-up. Et puis cette période Covid était un peu plus compliquée. Le fait de ne pas avoir cette interaction au niveau du café où on peut échanger des idées avec d'autres start-up qui fait vraiment l'âme, j'ai envie de dire, d'un parc d'innovation. On échange des idées, des expériences avec d'autres start-upers. C'est peut-être ça qui manque actuellement, mais je suis sûr que l'avenir sera en retour à la normale sera bénéfique pour tout le monde. Le site Jura est un de 4 sites du Switzerland Innovation Park Basel Area. Il existe aussi les sites à Allschwil, à Bâle et sur le Novartis Campus. Y a-t-il un échange entre les startups des différents sites? Alors oui, moi je suis en contact. Alors j'étais dans l'accélérateur Day One, où il y a beaucoup de startups qui sont aussi sur Bâle, et puis on échange encore régulièrement, malgré la fin du programme, entre startups, des échanges entre investisseurs, parties régulatoires ou dans le domaine medtech en général. Donc oui, il y a des échanges. Et puis comme le Frank Kumli avait dit, le directeur de l'innovation et l'entrepreneuriat de Basel Area, il y a besoin d'avoir une diversité de parcs parce que chaque parc puise dans ses richesses régionales. Et puis les interactions entre les parcs sont aussi très importantes. Vous l'avez dit, vous avez participé dans le Day One Accelerator. Comment avez-vous bénéficié de cette participation? Alors là, on a eu vraiment de la chance parce que le programme avait commencé en janvier, donc on venait d'emménager en décembre 2020, et en janvier on a pu commencer donc l'accélérateur Day One. C'est un accélérateur qui est principalement orienté sur la santé digitale, donc on était un peu un outsider avec les medical devices, mais j'ai eu énormément de chance, j'ai beaucoup appris. Quant à la stratégie de mise sur le marché, la planification régulatoire, il y a eu des conseils de nombreux experts, et on a aussi eu la visibilité et l'accès à un immense réseau de Basel Area, et je suis très reconnaissant, ça a vraiment boosté le développement de Innospina. Est-ce que vous recommandez en général aux startups de participer à des accélérateurs? Moi, je pense que oui, c'est très bénéfique. Après, il faut peut-être pas se perdre en étant toujours dans des accélérateurs, je veux dire, mais il nous faut des bases en tant qu'entrepreneur. Surtout dans le domaine médical, il y a tellement d'aspects, que ce soit IP, stratégie régulatoire, go-to-market, comment on contacte les cliniques, comment on sécurise des lettres d'intention, comment on sécurise des investisseurs. Il y a plein d'aspects auxquels il faut
pensais initialement, on n'a pas les tools, enfin les outils au début, et je pense que le fait d'être dans un accélérateur, surtout celui de Day One qui est échelonné sur 6 mois avec un format une demi-journée par semaine, c'est vraiment très bénéfique parce qu'on aborde vraiment en profondeur certains domaines auxquels on n'a pas connaissance et on échange avec d'autres startups. Donc je recommande vraiment à tout fondateur de se lancer et de rechercher des accélérateurs parce que c'est vraiment bénéfique. Gwenaël Annema, pour terminer, j'aimerais poser quelques questions personnelles. Il y a quelques semaines, vous êtes devenu papa pour la première fois. Oui, c'est juste. Ça a fait quoi avec vous? C'est une immense joie. Je pense que chaque parent découvre ce bonheur de devenir père ou mère. Et c'est vrai qu'on doit s'adapter encore à certaines situations, à l'inconnu, où dans la nuit, on ne peut pas toujours tout prévoir, mais ça fait partie des belles expériences de la vie, selon moi. Ça a affecté votre travail ? Alors peut-être d'une certaine manière à être plus précis et définir de manière stricte des plages horaires auxquelles je travaille pour avoir aussi du temps pour passer avec ma famille et d'être plus productif dans un temps plus réduit, on va dire comme ça. En 2007, vous avez participé au championnat de France d'athlétisme dans la discipline du 400 mètres haies. Votre souhait secret était-il de devenir un athlète professionnel ? Alors à l'époque, j'avais fait depuis 1 an de l'athlétisme, j'avais donc pu participer au championnat de France. C'est vrai que j'avais hésité un moment à faire une pause en me disant pendant 2 ans, j'ai envie d'essayer peut-être qu'est-ce que ça pourrait être d'aller dans cette voie-là au niveau athlète. Mon entraîneur me disait que je pouvais peut-être aller au niveau européen, mais pas plus haut. Et puis finalement, j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la mécanique, des études de la mécanique, qui m'ont aussi très bien plu. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette question de... Et si j'avais essayé peut-être plus en profondeur, ou j'avais vraiment essayé cet aspect-là, qu'est-ce qui serait devenu ? Donc je me suis dit maintenant, dans la vie en général, et ce serait bien de tenter, quitte à avoir un échec... moi je le vois positivement, mais au moins d'avoir une réponse à sa question, qu'est-ce qui se passe si j'avais ? Et pas d'en voir des si, mais en tout cas d'avoir des certitudes, puis de continuer d'avancer dans la vie. Dans quelle position avez-vous terminé la course ? Alors c'était, le temps final, je crois que c'était 37e. Ça aurait pu faire un podium à l'échelle suisse, mais en France, le niveau est plus relevé, on va dire. Vous avez la licence de pilote. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'aviation ? Alors l'aviation, pour moi, c'est vraiment la liberté de pouvoir aller dans n'importe quelle direction, d'être près des éléments et au fait d'être maître de la trajectoire, si on veut. On n'est pas cantonné à la route, par exemple, aux 2 dimensions, on va dire. On a vraiment la liberté d'évoluer dans n'importe quelle direction, de voir des paysages d'un différent point de vue, d'un différent angle. Et puis, ça nous permet de voir la beauté, au fait, des paysages d'un autre angle. Alors, l'indépendance, c'est quelque chose d'important pour vous ? La liberté, j'ai envie de dire, oui, c'est liberté, indépendance, c'est quelque chose, oui, qui est important. Et puis, en tant que pilote, on doit aussi s'adapter aux conditions météorologiques qui peuvent changer, ou quand on a des pannes moteurs et qu'on doit atterrir d'urgence dans des champs comme exercice, c'est quelque chose, l'adaptabilité qui est quelque chose que je cultive, oui. Vous aimez aussi les randonnées en montagne. À quoi pensez-vous le plus lorsque vous êtes en randonnée ? Alors justement, je pense à rien du tout. J'arrive à vider ma tête et puis mon esprit et simplement admirer la beauté de la nature. Et dans une interview, vous avez dit « Nous devons poursuivre nos rêves, quels qu'ils soient ». Quel est votre rêve ? Alors moi, mon rêve, c'est d'arriver à un succès au niveau d'Innospina pour ensuite partir en Amérique du Sud et aider au développement dans ce pays-là. Dans quel pays ? Alors en général, que ce soit Brésil, Chili ou Argentine. Alors vous voulez quitter la Suisse ? Oui, j'aimerais avoir un impact aussi dans un autre continent et puis aider les personnes qui sont aussi dans le besoin dans d'autres pays.
Buena Elanema, merci beaucoup pour l'interview. À ce stade, je voudrais signaler qu'il existe également une version anglaise de cette interview. Vous la trouvez si vous vous abonnez au Basel Area Business and Innovation Podcast sur votre plateforme préférée, par exemple Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Google Play. Et vous pouvez bien sûr aussi trouver le podcast sur notre site web baselarea.swiss.